Il est 19 h, bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Polynésie la première. À la une de l'actualité de ce vendredi soir, il y aura bien des bus pour le jour de la rentrée scolaire. Le préavis de grève déposé par les syndicats des transports en commun a été levé pour réfléchir à une convention collective professionnelle. Les détails dans ce journal. Ils sont les yeux de la zone économique exclusive. Ils, ce sont les pilotes du Guardian de l'aéronaval. Leur mission, surveiller les palangriers étrangers qui pourraient pêcher dans notre espace. Se former pour devenir mécanicien aéronautique au Fénois, c'est possible. Depuis 2 ans, une formation permet aux jeunes Polynésiens d'obtenir une licence sans devoir s'expatrier. Eux aussi se forment. Une dizaine de détenus de Tatoutou ont obtenu un diplôme en menuiserie. L'objectif, trouver un emploi à la sortie de prison. Après 4 ans d'absence, il est de retour. Le Moorea Marathon va être lancé ce soir avec la première des 6 courses au programme. Nous rejoindrons notre journaliste qui est sur place. Les bus rouleront bien lundi, jour de la rentrée des classes. Le préavis de grève a été levé. Les syndicalistes des transports en commun et les chefs d'entreprise ont décidé de rentrer en négociation pour rédiger communément une convention collective professionnelle. Les chauffeurs demandent la prise en considération de la spécificité de leur profession. Des chauffeurs qui sont pour l'instant payés au SMIC horaire. Les explications avec Stéphane Ratino et Patita Savea. Ils ont attendu toute la matinée, sous les arbres, pareillement une respiration que l'on espère. Les chauffeurs de bus veulent une reconnaissance, un statut, une évolution de carrière, toutes ces matières qui donnent au travail l'épaisseur de la dignité. La lettre de mission des syndicalistes est claire. La négociation doit déboucher sur cette perspective. La situation d'ailleurs, avec le chef d'entreprise, n'est ni tendue ni bloquée. Concernant la convention collective, j'ai jamais dit non. Sauf qu'aujourd'hui, je ne suis pas le seul professionnel dans ce secteur. Moi, ce que j'ai demandé, c'est d'avoir tout le monde autour de la table et comme ça, on pourrait éventuellement avancer sur la convention collective. La régie emploie 350 personnes. Les chauffeurs se sentent orphelins d'un texte spécifique qui encadre leur profession, à l'image des collègues transportant les matières dangereuses. Chauffeurs de bus, une activité qui éreinte et le corps et l'esprit, les salariés souhaitent être compris dans leur quotidien. Aujourd'hui, on est toujours au SMIC. Et c'est pas normal. On transporte des personnes, c'est quand même fatigant. Il y a des collègues qui craquent? Pas vraiment craqué, mais au bout d'une certaine année, ça devient épuisant. Parce que je pense que j'ai des collègues dans une société qui ne sont pas partis à la retraite normalement. Ils ont fait une retraite anticipée. Ce matin, la négociation a duré 2 heures, carte sur table. On s'est dit les choses en toute transparence. Le dialogue a porté ses fruits. Des négociations sur le fond vont commencer le 1er mars. On va signer l'accord pour négocier la convention. La grève prévue lundi est donc suspendue. Ils ont proposé une grille salariale que je n'ai pas vue, mais j'ai dit écoute, fais-le. De toute façon, on devait intégrer dans la convention collective, donc il n'y a pas de problème. Si c'est plus fort, on ne va pas dire non. Mais si ce n'est pas assez, parce que je leur ai dit, il n'y a pas de base, il n'y a rien qui est prévu pour les reclassements, pour que le statut des chauffeurs soit reconnu. Donc, c'est la convention. Il reste désormais à savoir si le délai de route vers la reconnaissance professionnelle va être plus ou moins long. En bref, le grand congrès de la CSTPFO qui s'est déroulé ce matin à Pirée. Et sans surprise, faute d'adversité, c'est Patrick Galenon qui a été réélu comme secrétaire général avec 90% des voix. Le leader de la première centrale syndicale du pays démarre son 6e mandat. L'ancien trésorier général a lui aussi été réélu pour 4 années supplémentaires. Le reste du bureau sera, lui, dévoilé la semaine prochaine. Et c'était ce matin du côté de Faratea, la pose de la première pierre pour le projet de zone biomarine Arurutu. L'aménagement est prévu sur une parcelle de 33 hectares. Elle sera exploitée pour la construction de 2 fermes de crevettes, 3 écoloseries de production, Rory, huîtres et bénitiers. Une enveloppe de 3 milliards de francs a été allouée avec pour objectif augmenter la production de produits aquacoles au niveau local. Écoutez les précisions du ministre des Ressources maritimes qui répond à Vito Tapao. Nous maîtrisons localement toute la chaîne de production. C'est-à-dire que dans les écloseries, nous faisons nous-mêmes aujourd'hui nos crevettes, nous faisons nous-mêmes nos concombres de mer, nos roris. Nous allons faire nous-mêmes les huîtres, nous le faisons déjà, les bénitiers aussi. Donc l'idée est de maîtriser toute la chaîne jusqu'à la commercialisation.
Et les premiers coups de pelle devraient démarrer dès mai-juin pour une période de 18 mois. Restons dans l'aquaculture. Ils viennent tout juste d'être posés. 6 enclos de tests d'élevage de Rori ont été installés à Reatea, 2 à Tumara, 2 à Taputapuatea et 2 à Uturoa. La société Tahiti Marine Product, à l'origine de ce projet, ensemence les parcs de 30 mètres carrés avec des holoturies juvéniles de quelques grammes. L'objectif, qu'ils atteignent 150 à 200 grammes en 18 mois. Écoutez le biologiste Laurent Burgy au micro de notre correspondant Julien Lescaut. À partir du moment où ils se mettent à se nourrir de sédiments, la croissance augmente de manière, je ne vais pas dire exponentielle, mais ça augmente beaucoup plus vite que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Là, on a mis à peu près 7 mois pour avoir des animaux qui font 1,5 gramme, et je pense que dans 1 mois, elles feront entre 5 et 10 grammes. Et après la mer, prenons les airs et partons au-dessus de notre zone économique exclusive, un espace de plus de 4,5 millions de kilomètres. Régulièrement, des patrouilles y sont effectuées par l'armée. L'objectif, reconnaître et surveiller les bateaux de pêche étrangers. Parmi les patrouilleurs, le Guardian de l'aéronaval, qui effectue des missions de surveillance à plus de 1500 km de Tahiti. Ils sont les gardiens de la ZEE. Nos journalistes Jacques Damour et Heyari Tayata ont pu les accompagner. Moins d'1h30 de vol après son décollage, le Falcon 200 de l'aéronaval quitte son altitude de 10 000 mètres pour débuter une patrouille de surveillance des pêches. Mais avant l'envol, et comme à chaque fois, l'équipage assiste au briefing et suit avec attention les directives. On est réunis pour une mission de surveillance maritime, surveillance des pêches, qui se déroulera hors ZEE, donc à la frontière, où 2 palangriers sont reportés. Donc ils sont bien du côté extérieur de notre ZEE, néanmoins on va aller faire acte de présence et leur montrer qu'on surveille les bordures. La distance max de notre zone, nous serons à 670 nautiques de Tahiti, soit environ 1250 km. Les terrains de déroutement, nous serons avec Tahiti et Rangiroa sur le transit et sur zone avec Nukuiva. La zone d'investigation de cette mission a été définie par le CFIM, le Centre de fusion de l'information maritime, implanté à Aroué, dans les locaux du JRCC. La ZEE est effectivement immense. Ce qu'il faut voir, c'est la globalité, c'est la convergence de l'ensemble des moyens, qu'ils soient nautiques, aéronautiques, satellitaires, capteurs coopératifs et nos vigies sur zone qui participent en fin de compte à cette surveillance globale. Vous transmettrez également les directives aux gardiens pour cette surmarre d'aujourd'hui ? Merci. L'ensemble de cette surveillance permet effectivement de dire avec certitude qu'il n'y a pas de pêche illicite en Polynésie française. Au-dessus de l'océan, nous sommes à environ 450 km de Nukuiva. Là actuellement, nous avons prévu sur zone 2 bateaux, 2 palangriers, un taïwanais et un coréen. Et nous allons vérifier qu'ils sont bien à l'extérieur de la ZEE pour pêcher. Le gardien tente de rentrer en contact radio VHF avec le palangrier étranger, mais en vain. Ce qui est important dans ce cas-là, c'est de bien les survoler sur l'avant de leur bateau, ce qu'on a fait pour leur montrer notre présence. Donc ils savent très bien qu'on est des avions de surveillance français et qui surveillons la zone polynésienne. Donc ils voient que la ZEE est bien protégée. Plusieurs clichés de très haute définition sont réalisés. Ils permettront de déterminer si le palangrier est en transit, en position ou en action de pêche et éventuellement le type de pêche pratiqué. La hauteur de passage, 30 mètres au-dessus des navires, avec un espacement d'une centaine de mètres et la vitesse aux alentours des 200 nœuds, ce qui fait quasiment 400 km/h. Également en patrouille dans le secteur, le patrouilleur Arago. La présence du gardien lui permet d'acquérir les positions réactualisées des pêcheurs présents sur zone. Pour le moment, on a survolé 3 bateaux, 2 navires de pêche taïwanais et un coréen. Qui n'étaient pas en action de pêche. Néanmoins, il y en a un qui était quand même en défaut d'AIS, donc la balise qui est censée émettre pour que repositionne. Donc on va reporter ces informations-là à notre état-major au centre de fusion de l'information maritime, qui prendront les mesures nécessaires. L'occasion de rappeler qu'aucun palangrier étranger n'a été pris en flagrant délit dans notre ZEE depuis plus de 10 ans.
Retour sur Terre, mais restons dans le milieu de l'aéronautique. Elle est encore méconnue au Fénois. Proposée par Air Formation en partenariat avec la Marine nationale, la formation pour devenir mécanicien aéronautique est pourtant dispensée à Tahiti depuis déjà 2 ans. Elle permet aux jeunes Polynésiens d'obtenir une licence sans devoir s'expatrier. James O et Rohan Poturou sont partis à la rencontre de ces experts en devenir. C'est dans ce hangar d'environ 100 mètres carrés installé au cœur du groupement aéronautique militaire que nous retrouvons les stagiaires. Parmi eux, Hauura Flores. Pour ce jeune natif de Reivave, c'est un rêve d'enfant qu'il compte bien réaliser. Depuis tout petit, j'ai toujours été intéressé par la mécanique. Et ensuite, par la suite, mon grand frère, lui qui fait la même chose que moi, c'est lui qui m'a poussé un peu dedans. Tu vois. Mais de base, je voulais faire mécanique bateau, après mécanique avion, faire un peu de tout. Créée il y a 2 ans, cette formation de 2400 heures se compose de 13 modules pratiques et théoriques. Très intéressant. On voit en même temps l'intérieur du moteur. Vu qu'en ce moment on est sur un module plutôt basé sur moteur, module 15. Du coup on peut essayer de voir les composants du moteur qu'on voit en cours. C'est super quoi. Si ce projet de formation a pu se concrétiser au Fénois, c'est grâce à de nombreux partenaires, mais surtout à la détermination du lieutenant de vaisseau Christophe qui s'est démené pour que l'appareil ne termine pas ses jours dans un musée en métropole. Cette machine qui est emblématique, comme je disais, elle a sauvé énormément de vies en Polynésie et que les jeunes Polynésiens puissent s'entraîner sur une machine, sur un hélicoptère aussi emblématique. C'est très gratifiant. Air Tahiti a soutenu dès le départ le projet de Air Formation pour former les jeunes et on va les soutenir jusqu'au bout. Donc moi-même je suis parrain de la première promotion, donc j'entends bien jouer notre rôle jusqu'au bout et comme en ce moment il y a de la demande de mécaniciens, je pense que certains jeunes ont une opportunité chez Air Tahiti dans les mois qui viennent. Cette première formation de mécanicien aéronautique sera sanctionnée au mois de mai par un examen final. La 3e promotion, quant à elle, doit débuter en août prochain. Et direction à présent Papeari, à la prison de Tatoutou, où les projets de formation pour une meilleure réinsertion dans la vie après une incarcération se poursuivent. Ces ateliers permettent aux prisonniers d'obtenir un savoir-faire, mais pas seulement. Il est aussi question de gestion d'entreprise, afin qu'ils puissent, au sortir de la prison, trouver un emploi, voire monter une petite société. Écoutez Valérie Ada, responsable de l'association qui coordonne ces formations. Elle est au micro de Heidi Yanko et Miri Tumatariri. Ils sont tous en demande d'aménagement de peine. Ça veut dire qu'ils demandent au juge d'application des peines de consulter leur demande en vue de sortir, alors sous condition bien sûr, soit en bracelet électronique, soit en liberté conditionnelle, mais l'idée c'est de sortir. Georges par exemple, pour éviter ce vide, a une excellente idée, il s'est découvert, ils se sont révélés des passions, ils se sont révélés des talents à eux-mêmes. Georges projette de faire le centre des métiers d'art. Il en a tout à fait les possibilités, quand on voit ce qu'il est capable de faire en sculpture et en gravure, c'est quelqu'un qui a envie de poursuivre dans le domaine artistique. Et justement, ce matin, certains détenus ont reçu leur diplôme en menuiserie des mains de la ministre du Travail Virginie Bruyan. Ils étaient une 50aine de détenus au départ à postuler pour suivre cet atelier de formation, mais seuls 10 d'entre eux ont été retenus. Les critères de sélection, le comportement, la volonté de s'intégrer au groupe et l'envie de travailler. Nos reporters Miritu Matariri et Eddie Yanko ont pu rencontrer certains de ces prisonniers. Regardez. Table de chevet, plan de travail ou accessoires de décoration, après un an, les détenus sont aujourd'hui capables de fabriquer tous ces objets. Moi, je n'avais pas la pensée de pouvoir réaliser autant de choses de cette manière. Voilà. C'est ce que la détention m'a montré. Est-ce que quand tu veux sortir, tu as envie de te lancer là-dedans? Oui, tout à fait. En fait, c'est un projet depuis la mi-formation que j'avais en tête. Sélectionnés sur critères de comportement ou encore évalués sur leur volonté de s'investir, ils étaient une petite poignée à pouvoir suivre cette formation en menuiserie. Une expérience qui, selon eux, les a changés. Tout le monde peut faire des erreurs. Voilà, on est arrivé là. À nous, à ne pas faire les mêmes erreurs. Voilà, et avancer. Voilà. On vous aurait mis ce genre d'atelier à l'extérieur avant de faire des bêtises. Je pense que tu n'aurais jamais mis les pieds ici. Oui, je pense, oui. Ça sert à tout le monde, s'occuper, parce qu'en ce moment, la vie est dure, il n'y a pas de travail.
Fabriquer leurs outils, réutiliser du matériel promis à la décharge ou encore suivre les rudiments de gestion d'entreprise, autant de points abordés qui pourront leur servir pour une possible réinsertion. C'est absolument possible, hein. On n'est pas parti avec des matériaux qui ont coûté cher, on est parti sur de la récupération. Les sculptures que vous pouvez voir, c'est du Ciporex, c'est du béton cellulaire qu'on a récupéré aussi sur des chantiers, c'était des poubelles en fait de chantier qu'on a retravaillé et revalorisé. Voilà, donc on est vraiment dans l'upcycling de manière à ce qu'ils puissent sortir de là et ouvrir leur entreprise ou travailler avec un minimum et avec tout ce qu'ils trouveront en fait sous la main. Cette seconde chance n'est pas offerte à tous, même en dehors de Tatoutou. Certains la saisiront pour une meilleure vie, quelques-uns au contraire repasseront par la case prison, malgré ces formations. C'est avant tout à chaque individu que revient au final le choix de vie qu'il souhaite en dehors de ces murs. Et le prochain atelier débutera le 15 mai. 60 détenus ont postulé, mais seuls 10 d'entre eux seront retenus. Direction à présent l'île Sœur, avec le lancement de la 32e édition du Moorea Marathon. Un événement phare et attendu qui se déroule depuis plus de 30 ans. Grâce à son parcours, au paysage à couper le souffle et une ambiance festive, ce rendez-vous sportif se classe parmi les plus beaux marathons exotiques du monde. Au total, 6 courses sont prévues. La première commence dès ce soir à 19h30, mais avant, place à la traditionnelle cérémonie d'ouverture sur la plage de Temeh. Alio et Tefaafana, vous êtes sur place. Oui, Suliane, vous l'avez dit, cette course fait partie des plus beaux marathons au monde, de par son ambiance surtout, comme vous pouvez le voir derrière moi. Le marathon de Moorea 2023, c'est 460 participants, dont 21 étrangers. Et parmi ces étrangers, nous avons le plaisir d'accueillir Sidi Diallo, qui nous vient de loin, qui nous vient de Paris, originaire de Guinée en Afrique de l'Ouest. Alors Sidi, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez 68 ans et il faut le noter, 374 marathons à votre actif dans 102 pays. La Polynésie française est la 103e destination. Pourquoi la Polynésie française? C'était inévitable, c'est une destination obligatoire. Vous savez, beaucoup de gens rêvent de venir en Polynésie. J'habite à Paris, donc vous savez le climat qu'il fait là-bas. On rêve de venir ici, mais en plus, venir ici et pour faire le marathon en même temps, c'est génial. Je ne vais pas vous cacher, j'ai fait le calcul. Vous avez couru plus de 15 000 km en compétition. Comment on fait pour se préparer à de tels marathons et surtout quand on commence à atteindre un certain âge? Mon approche, c'est que les humains, nous sommes des chasseurs-cueilleurs et le marathon, en fait, c'est une reconstitution instinctive de la chasse et l'épuisement. C'est un peu de la chasse. Donc le corps humain est fait pour courir de longue distance, contrairement à ce qu'on pense. Donc il suffit de courir. Plus on court, plus le corps s'adapte et après ça devient très facile. Et du coup, qu'est-ce que cette ambiance, quel est le sentiment que vous avez face à cette ambiance ce soir? C'est génial parce que cette danse nous rappelle un peu vers nos racines. Voir des danseurs ici, pieds nus, avec un spectacle comme ça, c'est génial. Ça nous rappelle nos racines. Et moi, d'ailleurs, je cours pieds nus, chaussures minimalistes, pour aller vers nos racines, pour me rapprocher beaucoup plus de nos racines. Donc je me sens vraiment chez moi ici, en Polynésie. Vous m'avez dit, vous n'êtes pas forcément ici pour gagner, pour participer par contre. Et vous avez surtout un message à faire passer dans toutes les courses que vous participez. Bon, on ne gagne pas un marathon à 68 ans, sauf si tous les autres ont 80 ans. Non, oui. Alors, nos ancêtres, ils couraient pour attraper les animaux pour manger, pour que l'espèce puisse survivre. Nous, on devrait courir pour notre santé physique et mentale. C'est-à-dire que la course à pied, c'est le remède à beaucoup de maladies, à beaucoup de problèmes, à la dépression, à beaucoup de problèmes. Donc, j'ai 68 ans, c'est ce que je vais montrer. Que le marathon, c'est facile et aussi avec ça, on est en bonne santé. Alors en tout cas, Sidi, on te souhaite bonne chance pour demain avec toute l'équipe de Polynésie la première. On te donne toute notre mana pour cette course demain par ce t-shirt-là qu'on t'offre en souvenir de la Polynésie. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup Polynésie première. Donc Sylvain, voilà, le grand départ sera donné demain à 4h30 très tôt demain. Et donc place au repos pour les coureurs et pour notre équipe qui suivra cette course de très près. Merci beaucoup Aléoré Tefaafana et Marcel Bonneau à l'image et bon courage pour demain.
Comment la vanille française peut-elle se distinguer sur le marché mondial? Comment peut-elle protéger son savoir-faire et ses spécificités géographiques qui contribuent à son excellence? Quelques labels tels que l'AOP ou l'IGP permettent de garantir sa qualité, son authenticité. Alors, certains producteurs souhaitent en obtenir. À l'occasion d'un colloque au ministère des Outre-mer, des échanges ont eu lieu autour de ces appellations. Le reportage de Nora Noné et Leïla Zimouna d'Outre-mer, la première. Charnue, souple et moelleuse, la vanille de Tahiti est appréciée et reconnue dans le monde entier. Cultivée depuis 1880 en Polynésie, l'enjeu est de protéger un savoir-faire ancestral. Car la concurrence est rude pour la vanille française. Les producteurs ultramarins doivent composer avec le Mexique, l'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou bien Madagascar qui rassemble 80% de la production. Et pour se démarquer, des producteurs tahitiens souhaitent obtenir une appellation comme l'AOP, appellation d'origine protégée. Un exemple, la vanille de Papouasie-Nouvelle-Guinée, elle est vendue sur Vanilla Tahitian. Donc ça peut confondre au niveau des acheteurs, au niveau plan international. Donc c'est ça le but d'avoir l'AOP, c'est pour protéger cette vanille qui vient de chez nous. L'AOP garantit que le produit a été transformé et élaboré dans une zone géographique déterminée. Autre label garantissant un lien très fort entre le produit et son terroir, l'IGP, indication géographique protégée. Certains producteurs réunionnais l'ont obtenu. Ils commercialisent aujourd'hui sous l'appellation d'excellence vanille de l'île de la Réunion pour se distinguer de voisins de l'océan Indien comme Madagascar. C'est sûr qu'avec le label IGP, en termes de communication, c'est bien, ça rassure le client, il y a un produit de qualité, c'est fait à La Réunion. Nos vanilles, elles ne vont pas servir à aromatiser des glaces, elles vont servir à rentrer dans la haute gastronomie ou à rentrer dans des préparations à haute valeur ajoutée. Avec ses procédés de fécondation minutieux, la vanille est donc un produit de luxe. Les gousses de Madagascar sont celles les plus vendues dans le monde avec un prix moyen de 400 € le kilo. La Papouasie-Nouvelle-Guinée propose ses gousses à moins de 300 € le kilo contre 800 € en moyenne pour la vanille de Tahiti. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. Il y aura bien des bus lundi pour le jour de la rentrée. Le préavis de grève déposé par les syndicats des transports en commun a été levé pour réfléchir à une convention collective professionnelle. Les négociations reprendront le 1er mars. Et au programme de votre soirée, la série Le Mystère Kendrick, suivie de l'émission de divertissement La Fête de la chanson d'amour. Merci d'avoir suivi cette édition. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.